Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue aux tribunes d'Opale Synergie. Nous recevons ce soir le directeur général de Nausicaa, Christophe Sirugue. Et je voudrais d'abord commencer par quelques mots en préalable pour parler un petit peu du Cercle Côte d'Opale Synergie, qui est une association qui regroupe des femmes et des hommes concernés par la chose publique. Notre ambition est de mettre en lumière des sujets d'intérêt local en permettant aux locaux, d'ailleurs, d'y réfléchir et d'y apporter leur point de vue. La nouveauté aujourd'hui, c'est ce studio, que vous voyez, les caméras qui sont installées, avec une collaboration avec le DSU de Boulogne. Et on a ici présent M. Nicolas Langlais et Hubert Leroy. La tribune sera animée par moi-même avec Agathe Bonnet. Et je vous rappelle que vous avez la possibilité d'intervenir avec un numéro de SMS qui est le 06 64 14 82 35. Mais je crois que c'est écrit sur l'écran, que vous voyez. Mais vous pouvez aussi accéder à cette émission avec l'application Twitch. Pour ceux qui sont un petit peu experts, parce que c'est un peu compliqué, mais le SMS marchera très bien. Monsieur Sirugue, nous évoquerions aujourd'hui 4 thématiques. L'entreprise Nausicaa, son impact sur Boulogne et la Côte d'Opale, et nous finirons par le bien-être animal. Mais d'abord, je crois que le plus important, c'est d'un peu vous connaître, de prendre un peu le pouls de qui vous êtes, sachant que vous avez été un homme politique, maire de Chalon-sur-Saône, député de Saône-et-Loire et après secrétaire d'État à l'industrie. Donc je vous laisse peut-être vous introduire. Merci, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci pour votre invitation, parce que c'est l'occasion pour moi, en effet, de rencontrer au travers de votre émission des acteurs économiques, des personnalités du monde du Boulonnais. Et comme je suis récent dans cette région, c'est pour moi une vraie opportunité que de m'adresser à chacune et à chacun. Vous l'avez dit en effet, donc je suis quelqu'un qui a eu un parcours politique après une formation d'historien, puisqu'à l'origine je me destinais à être enseignant d'histoire et de géographie par passion. Et puis parce que j'ai eu un engagement associatif assez important, un engagement syndical également lorsque j'étais étudiant. Tout cela m'a amené à un engagement politique, et puis il se trouve que j'ai démarré tôt dans ce monde politique et que j'ai eu des responsabilités jeunes. Et comme vous l'avez mentionné, j'ai été d'abord président du Conseil général de Saône-et-Loire, dont j'étais à l'époque un des plus jeunes présidents de Conseils généraux de France. Ensuite, j'ai été maire de Chalon-sur-Saône, une commune qui fait 47 000 habitants, donc qui ressemble beaucoup à Boulogne-sur-Mer. J'ai été président de l'agglomération de Chalon, qui fait 110 000 habitants. J'ai été également élu député, j'ai été vice-président de l'Assemblée nationale, et puis j'ai été en effet secrétaire d'État à l'industrie. Un parcours, j'allais dire, non prémédité, si vous me permettez cette expression, mais qui s'est fait au fur et à mesure. Et il se trouve que la démocratie a beaucoup de vertus, dont celle de se séparer des gens lorsqu'on considère qu'on n'en veut plus. Et il se trouve qu'en 2017, mon mandat n'ayant pas été renouvelé, j'ai choisi de faire autre chose parce que j'avais le sentiment d'y avoir passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, et qu'il fallait sans doute entendre le message qui m'était adressé. J'ai rejoint un cabinet conseil aux dirigeants d'entreprise, conseil en communication et en stratégie d'entreprise à Paris, dont j'ai été l'un des associés. Et il se trouve que dans la vie de Nausicaa, mon prédécesseur, Philippe Valette, a eu besoin à un moment de conseils de cette nature-là. Ils se sont organisés pour chercher des cabinets. Ils ont recruté celui dont j'étais l'un des associés. C'est comme ça que je suis arrivé à Nausicaa. Et je dis souvent que si on m'avait dit la première fois que je suis venu à Nausicaa que j'en deviendrais le directeur général, j'aurais très probablement souri poliment, mais rien ne me prédestinait à en devenir le directeur général. Et là encore, les rencontres, les discussions, le fait que Philippe Valette parte en retraite, souhaite à un moment faire une espèce de passation, a fait que, puisque je suis arrivé ici en 2019, à raison à peu près d'un jour par semaine pendant 2 ans, eh bien, il se trouve qu'à un moment, Philippe Valette et surtout Jean-Loup Le Saffre, qui à l'époque était le président de Nausicaa,
m'ont proposé d'en devenir le directeur général. J'ai travaillé sur cette hypothèse, j'ai formulé un projet que j'ai présenté à un jury qui a été formé pour cela, et c'est fort de cette expérience que je suis devenu le directeur général au 1er janvier de cette année 2021. Donc c'est vrai qu'on pourrait considérer que c'est un peu atypique, mais presque comme mon parcours a été atypique depuis le départ, j'allais dire c'est une nouvelle étape et j'en suis très heureux. Alors, et du coup maintenant, comment vous vous ressentez dans l'organisation ? Je suis très heureux d'être directeur général de Nausicaa. Je ne le dis pas parce qu'il faudrait le faire un peu par courtoisie. Je suis très heureux du choix que j'ai fait, y compris du choix personnel, puisque moi je suis bourguignon d'origine. Donc se transférer en terre Côte d'Opale, c'est quelque chose qui nécessite quelques réflexions et quelques aménagements. Et non seulement je n'ai pas de regrets, je suis même en train d'acheter un appartement à Boulogne, donc signe que je me plais ici, que j'ai bien l'intention de continuer et à assumer les fonctions qui m'ont été confiées, la responsabilité qui est la mienne, d'un établissement, on y reviendra j'imagine, mais établissement qui pèse et qui compte sur le territoire boulonnais, et par ailleurs, à titre personnel, de continuer à y avoir cet épanouissement que je ressens depuis quelques mois maintenant. C'est une bonne introduction sur le premier thème qui est Nausicaa, donc... tout le monde connaît Nausicaa à Boulogne, mais finalement, on le connaît pour certains de l'extérieur, pour d'autres ceux qui ont vu les expos, mais très peu de l'intérieur. Donc, je trouve très bien que vous me posiez cette question. Tout le monde connaît Nausicaa et en même temps, quand je discute un peu de manière profonde, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de méconnaissances ou de choses fausses qui se véhiculent sur Nausicaa. D'abord, peut-être rappeler que nous fêtons cette année nos 30 ans. Nausicaa a 30 ans. 30 ans d'une évolution régulière qui a permis de disposer aujourd'hui d'un établissement dont je rappelle qu'il est en termes de fréquentation le deuxième de la région Hauts-de-France, rappelle le parc Astérix, le deuxième. Deuxième élément, c'est une société d'économie mixte. Alors ça fait un peu terme barbare, ça veut dire qu'il y a à la fois participation du secteur public, qui dans la réglementation doit être très majoritaire, et une nécessité d'acteurs privés qui ne peuvent pas être en deçà de 15%. Et donc, depuis le début, cette société d'économie mixte, elle associe des collectivités, en l'occurrence la ville de Boulogne, la communauté d'agglomération et la région France, alors à l'époque, la région Nord-Pas-de-Calais est devenue région Hauts-de-France, et des entreprises privées qui, depuis l'origine, depuis les 30 ans, sont des partenaires de Nausicaa et sont aujourd'hui au capital de notre entreprise. Et si je peux vous interrompre, quelles sont les entreprises privées qui sont concernées? Alors, il y a Veolia qui est un groupe, et puis après, c'est plutôt des entreprises locales, les carrières du Boulonnais, qui sont actionnaires depuis le début, Construction de l'Âtre, qui sont actionnaires depuis le début, la Chambre de commerce et d'industrie, qui est actionnaire depuis le début, donc voilà, qui sont des entreprises locales, et c'est très bien d'avoir cette implantation locale. Donc nous sommes une société d'économie mixte, et nous répondons à une délégation de services publics. Et je veux donner cet élément parce que la délégation de services publics qui aujourd'hui fait que nous pouvons gérer Nausicaa, que la société d'économie mixte, la SEM Nausicaa existe, cette délégation de services publics a été totalement réécrite en 2018 avec l'extension très importante de 2018 et en modifiant des éléments très importants, dont un qui me permet de redonner cet élément, parce que j'entends souvent, oui, mais Nausicaa, en gros, il reçoit de l'argent public. C'est faux. Je me permets de mentionner que c'est faux. Nous sommes aujourd'hui dans un modèle économique très proche d'une entreprise classique, puisque 97% de nos recettes, ce sont nos visiteurs. Et alors, dans le contexte actuel, comment ça se passe pour vous ? Alors, forcément, quand 97% de nos recettes sont nos visiteurs, qu'on est fermé de manière administrative jusqu'à la mi-mai, puisque cette année, nous avons été fermés 4 mois et demi, l'année dernière, 5 mois, et ben forcément, on n'avait pas de visiteurs, on n'avait pas de recettes. Et nous n'avons pas eu, contrairement à ce que j'ai pu entendre là aussi, d'aide directe de la collectivité. D'abord parce que nous ne l'avons pas souhaité. Je rappelle que la communauté d'agglomération avait en 2020 délibéré pour nous apporter 4 millions d'euros d'aide que nous n'avons pas appelés. Parce que nous avons considéré que nous pouvions terminer notre exercice sans appeler ces 4 millions d'euros. Donc ça montre aussi en même temps la solidité malgré tout de Nausicaa, même si par ailleurs nous avons engagé un processus d'augmentation de notre capital qui lui était décidé avant
la crise, et je pourrais y revenir si vous le souhaitez, et qui, lui, fait que la communauté d'agglomération a réinvesti 4 millions d'euros. Mais c'est bien deux choses différentes. Ce n'est pas 4 millions d'euros d'aides qui nous ont été apportées, c'est 4 millions d'euros qui ont été intégrés dans le cadre du capital. Donc, Nausicaa, qui vit que par ses visiteurs, ce qu'il dépense sur place, quand il y a moins de visiteurs, forcément, il y a un déficit. L'année 2020 s'est terminée avec un déficit de 5 millions d'euros. L'année 2021, c'est un petit peu tôt pour dire exactement. On pensait qu'on finirait vers 5 millions d'euros. Je pense qu'on fera mieux, parce que les résultats ont été assez intéressants cet été. Je pense qu'on fera mieux, mais ça restera très déficitaire encore. Et donc, il faut que nous puissions commencer à réfléchir à une année 2022 qui nous permette de revenir à des étiages de fréquentation qui soient assez conformes avec ce que sont les fréquentations habituelles. Je reviens, fréquentation habituelle. 850 000 visiteurs en 2019, 875 000 visiteurs en 2018. Je ne prends pas 2020 et 2021, puisque malheureusement, nous sommes effondrés comme plein d'établissements qui ont été fermés. À titre indicatif, justement, c'est de quel ordre Alors, en 2020, nous avons fait 370 000 visiteurs. Et là, mon estimation, mais encore une fois, avec des mois qui viennent, mais quand on regarde à peu près les habitudes de ce que sont les mois de septembre, octobre, je pense qu'on terminera aux alentours de 420 000 visiteurs. Donc quasiment la moitié du chiffre d'avant. Oui. Mais les recettes plus qu'en 2020. Les recettes sont aussi de moitié ou... Alors ça ne marche pas forcément comme ça, parce que par ailleurs, et ça c'est heureux, nous avons pu bénéficier des aides de l'État. Nous avons eu des aides directes qui sont celles qui ont été décidées et par l'État d'ailleurs et par la région pour nous aider dans nos charges fixes et notamment pour l'alimentation des espèces animales que nous avons. Et puis nous avons, comme d'autres entreprises, bénéficié des prêts garantis par l'État, des PGE. Là encore, nous n'avons pas tout mobilisé. Nous avions un potentiel de 8,3 millions d'euros de prêts garantis par l'État. Nous n'en avons mobilisé que, si je puis dire, 5,3 millions d'euros, ce qui montre bien encore une fois que même en difficulté, on ne s'est pas laissé aller. Alors, nous avons réduit le nombre d'emplois, nous avons contracté nos dépenses, nous avons fait extrêmement attention à cette gestion fine au jour le jour, mais ce qui est normal, je veux dire, comme toute entreprise. Mais je veux vraiment donner cet élément d'information. Nous n'avons pas de subvention d'équilibre et nous n'avons pas de subvention de fonctionnement en dehors de deux. Une de 250 000 euros par an qui nous est donnée par la CAB pour accompagner et recevoir les scolaires, et une de 250 000 euros par an qui nous est donnée par la région pour accompagner les lycéens. Je mets le département à part puisque depuis une évolution législative assez récente, le département n'a plus le droit d'être dans le capital des SEM, c'est interdit dorénavant. Et donc le département, lui aussi, travaille avec nous de manière tout à fait soutenue, mais d'une autre manière. En nous accompagnant sur la communication comme ils l'ont fait durant cet été, vraiment on les en remercie beaucoup. Et puis également avec l'accueil des collégiens sur lesquels nous sommes en train de travailler pour amplifier cet accueil des collégiens. D'accord, mais c'est 8 millions de PGE. Est-ce qu'ils sont dans les 13 millions de recettes qui récemment dans la presse? Ah oui, c'est dans la... Non, donc, les 13 millions de recettes, ça c'est ce qu'on a fait des nos visiteurs. En gros, si vous voulez, notre chiffre d'affaires, pour ne rien cacher, notre chiffre d'affaires d'une année normale, c'est de l'ordre de 23 millions d'euros. Ouais. Là, nous avons forcément connu un effondrement, donc on est dans un chiffre d'affaires de 13 millions d'euros, donc qui n'est que de notre part par l'accueil de nos visiteurs, auxquels se sont ajoutés les 5 millions d'euros de PGE, puisqu'on avait droit à 8, mais on n'en a mobilisé que 5. Et donc, nous sommes dans cette situation inconfortable, parce que 5 millions de PGE, c'est 5 millions de dettes. Alors... Je suis comme tout le monde, j'écoute avec attention ce que dit le gouvernement sur ce que sera l'avenir de ces PGE, de ces prêts garantis par l'État. Est-ce qu'on nous demandera de les rembourser tels qu'ils sont aujourd'hui prévus? Est-ce que ça s'étendra? On verra. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ça fait partie, malgré tout, du passif de l'entreprise Nausicaa. Et alors justement, vous parliez juste avant de l'avenir, enfin, vous aviez des projets pour faire revenir les scolaires. Vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors 2021, on va finir l'année, j'allais dire, sans éléments d'attractivité supplémentaires à ce que nous faisons aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que quand on a réfléchi à 2021, je vous rappelle, de janvier à mi-mai, nous étions fermés. C'était très compliqué de se projeter. Est-ce qu'on allait être fermé jusqu'à mi-mai ? Est-ce qu'on allait être fermé jusqu'en septembre ? Personne n'en savait rien, donc c'était compliqué de se dire on va faire une grande expo. Donc on n'a pas fait ce choix-là, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a été fermé plus longtemps qu'on ne l'imaginait. Et du coup, on continue à mettre en avant ce que sont aujourd'hui les qualités de visite de Nausicaa, et objectivement, elles sont très fortes, pour aller jusqu'à la fin de l'année 2021. En 2022, il va falloir essayer de commencer à remettre en avant des éléments qui seront des éléments d'attractivité, parmi lesquels nous escomptons une nouvelle exposition avec une start-up qui a imaginé des expositions à caractère, j'allais dire, plutôt immersif, qui viennent de faire une première mondiale avec le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, que je suis allé visiter il y a quelques jours de cela, et qui feront probablement une première mondiale pour les aquariums, parce qu'il n'y a jamais pas d'autres aquariums qui ont développé cette technologie, et nous espérons bien que cela soit disponible au cours de l'année 2022, parce qu'il faut le temps de préparer les choses. Ça fera partie des éléments d'impulsion, mais il y a un autre élément qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que ce qui nous a beaucoup pénalisé en 2020 et 2021, c'est la faiblesse des groupes. Parce que les déplacements n'étaient pas autorisés, parce que les bus, les transporteurs avaient des difficultés. Et nous, la fréquentation des groupes, c'est extrêmement important dans nos nombres de visiteurs. Alors, quand vous n'avez pas ou peu de scolaires, quand vous n'avez pas ou peu de comités d'entreprise, quand vous n'avez pas ou peu de groupes de seniors, eh bien forcément, ça se ressent. Donc, nous sentons en ce moment que des réservations commencent à arriver en nombre suffisant pour escompter que 2022, de ce point de vue-là, redevienne une année normale, même si, et là aussi, je suis ici pour dire les choses les plus transparentes possibles, je ne me cale pas en 2022 à un retour à une année normale, c'est trop risqué, et donc on escompte espérer de faire 730 000 visiteurs, ce qui serait déjà bien, une étape avant 2023, aussitôt. On espère tous que ça va s'arrêter quand même, cette épidémie, pour en 2023 revenir à quelque chose d'un peu plus normal en termes de fréquentation. Et en 2025, nous avons la fin de notre extension, puisque nous travaillons avec la communauté d'agglomération à mettre en œuvre la tranche conditionnelle de 2018, qui avait été stoppée, ce qu'on peut bien comprendre, et qui nous permettra de bénéficier en 2025 de la finalité du Grand Nausicaa. C'est décidé, ça. La communauté d'agglomération, en tout cas, nous en a donné les éléments, mais il faudra délibérer pour bien évidemment l'enclencher. Alors, sur ces 800 000 visiteurs, quelle est la part de la population boulonnaise, Côte d'Opale et l'étranger? Alors, dans ces 800 000 visiteurs, vous avez, par rapport à la population étrangère, 30% alors, je vais essayer en année normale, pardon. En année normale, 30% de Belges, qui est énorme, qui sont tombés là, cet été dernier, à 19%. Pourquoi ? D'abord parce que les Belges ont eu probablement plus de difficultés à appréhender la question du pass sanitaire, qui n'est pas chez eux d'usage, et aussi parce qu'il y a un élément relatif à la météo. Quand la météo n'est pas très bonne quelques jours, c'est très bon pour Nausicaa, mais quand elle n'est pas très bonne de manière durable, c'est moins bon pour la Côte d'Opale et moins bon pour Nausicaa également. Donc des Belges, 30%. On a constaté un effondrement des Anglais, mais effondrement, quand on est du tout dans des proportions, c'est 1% aujourd'hui, grosso modo. Combinaison, Brexit, pandémie, c'est quelque chose. On a une montée assez intéressante, même si ça reste encore mesuré, des Allemands et des Néerlandais. Ça, c'est pour les origines étrangères. Les Anglais faisaient combien à l'époque, avant la pandémie ? Ça a été jusqu'à 10 ou 11%. Hein. Alors, c'est donc 30 plus 11, c'est 41. Oui. Et nous avons ensuite le gros des bataillons, si vous me permettez cette expression, avec le respect que j'ai bien évidemment pour nos visiteurs, c'est le 59 et le 62, très net, avec un taux de retour qui est de plus de 40%, qui est vraiment quelque chose d'extrêmement solide pour nous. Et on voit de plus en plus, parce que nous y travaillons en termes de marketing et de communication, venir le nord de la région parisienne. Mais vraiment, là, on a beaucoup senti le 92, le 93. On est en train d'analyser ceux qui viennent chez nous, ceux qui remplissent des questionnaires, des choses. Donc, ça nous permet d'avoir des éléments extrêmement précis. Voilà en gros ce qui est cet élément. C'est un élément d'attractivité. Ce que l'on a dans nos études, c'est que 60% des visiteurs de Nausicaa viennent sur la Côte d'Opale pour Nausicaa. Ah oui. Ça veut dire qu'il y en a 40% qui ne viennent pas pour nous.
Donc il faut qu'on aille les chercher. Ouais. Et donc notre travail, c'est aussi de se dire, s'il y en a 60% qui viennent pour nous, c'est formidable. Dans nos visiteurs, 60%, La Côte d'Opale, hein, vous dites 60% de nos visiteurs viennent pour Nausicaa. D'accord ? 60% des visiteurs de Nausicaa viennent pour Nausicaa. Ils ne viennent pas pour autre chose, ils viennent pour Nausicaa. 40% viennent pour d'autres raisons, parce qu'ils veulent venir sur la Côte d'Opale, et nous, ces 40%, il faut qu'on aille les chercher, bien évidemment, pour essayer d'accroître encore notre fréquentation, puisque nous escomptons essayer, en année normale, dépasser les 850 000 visiteurs, bien sûr, puisque notre objectif, c'est d'essayer de tangenter les 900 ou 950 000 visiteurs. Et justement, en termes de... Alors, je ne sais pas, parce que je pense que vous n'étiez pas... C'est sûr, vous n'étiez pas directeur à cette époque-là, mais moi, j'ai eu l'occasion d'avoir une expérience en nocturne chez Nausicaa, privatisée pour une entreprise, une occasion qui permettait de rassembler tous les collaborateurs de l'entreprise. Est-ce que ces initiatives-là, vous allez les encourager, favoriser peut-être ? Et comment ? Et ça reprend. Parce que là encore, on n'a pas pu accueillir ces soirées incentives, pour reprendre les termes que l'on utilise. On en a eu, pas beaucoup. Et là, on commence à avoir des demandes de devis extrêmement intéressantes avec des très grosses entreprises qui entendent faire des soirées chez Nausicaa. Et je ne cache pas que nous essayons de développer tous les produits qui nous permettent de faire de la recette, parce que c'est aussi notre rôle que d'essayer de diversifier nos recettes, soit au travers de produits complémentaires à la visite, soit au travers de produits complètement annexes, comme ceux que vous venez de mentionner. Mais oui, bien sûr, on a une équipe qui est spécialisée sur ces questions-là. C'est quand même un lieu d'exception, c'est quand même un lieu magnifique avec toute la rénovation qui a été faite et vraiment, enfin, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, allez-y, ça vaut le coup. Et en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, allez-y avec vos équipes parce que vraiment, c'est super. Enfin, moi, je le partage comme ça. Mais... Je vous confirme. Avec plusieurs espaces, donc avec des tarifs très différents, adaptés à la taille des entreprises. Bien sûr, la Grande Baie qui est merveilleuse, j'allais dire, quand vous faites une soirée puis qu'à un moment, l'écran s'ouvre, que le rideau s'ouvre, il y a un émerveillement extraordinaire et c'est bien légitime. Je rappelle que c'est quand même le plus grand bassin d'Europe. Et puis, mais vous avez d'autres lieux, comme le Lagon, qui sont aussi des lieux très agréables pour y faire des soirées entreprises. En tout cas, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter, on saura toujours trouver le produit qui leur sont adaptés. Vous avez mentionné le terme tarif. Évidemment, c'est pas rien quand même. Pour un ménage de 5 personnes, par exemple, c'est... Et est-ce qu'il y a des perspectives ou est-ce qu'il y a des... Alors, je partage le sentiment. Le prix d'entrée à Nausicaa est un prix conséquent pour des familles. Il faut donc que ce ne soit pas la variable d'ajustement budgétaire. Et moi, j'ai pris l'engagement qu'en tout cas en 2022, il n'y aurait pas d'augmentation de tarifs. J'espère tenir même le plus longtemps possible sur cette ligne-là. Même si, je rappelle que nous avons revu notre grille tarifaire cette année, enfin l'année dernière pour cette année, que nous avons introduit un tarif famille qui permet de ce point de vue-là d'amortir et de ne pas faire l'addition du prix individuel, mais d'avoir des tarifs famille, que nous avons les promotions boulonnaises qui sont aussi des moments et qui vont bientôt démarrer et qui sont des moments pour lesquels les Boulonnais peuvent venir à des tarifs défiant toute concurrence, là c'est clair. Donc oui, vous avez raison, c'est un élément de vigilance qu'il faut que l'on ait en tête. En tout cas, moi j'en fais vraiment un point dans la gestion, la responsabilité de la gestion qui est la mienne, j'en fais vraiment un point d'intérêt fort pour éviter que nous ayons une augmentation un peu, j'allais dire, habituelle des tarifs, ce qui n'est bien évidemment pas notre intérêt. J'imagine la difficulté, c'est de gérer les temps faibles, les temps creux, et le mois de novembre arrive bientôt. Là, j'imagine que ça ne va pas être très, très facile. Hein. Là, on rentre dans les mois qui sont compliqués. Hein. Aujourd'hui, là, juste avant de venir, je regardais 450 visiteurs. Autant vous dire que notre seuil, j'allais dire, de rentabilité pour une journée, c'est 2200. Donc, quand vous en accueillez 450, forcément, ça pèse. À côté de ça, ce week-end, on en a accueilli 2300 samedi, 2100 dimanche. Voilà, mais c'est assez classique. Et ça, c'est des chiffres 2019. D'accord. C'est-à-dire qu'on a fait ce week-end dernier les mêmes chiffres qu'on a fait en année normale en 2019. C'est pour ça que je suis préoccupé de la situation et je ne suis pas inquiet au point de penser que Nausicaa est en situation
risques financiers au-delà des chiffres que je mentionne, qui sont déjà quand même des chiffres en même temps, inquiétants. j'imagine que vous avez une tare, quoi. Je veux dire, à un moment donné, vous ne pouvez pas accepter, vous êtes à 2000, 2002, vous ne pouvez pas monter à 3000, si, Je vous rappelle qu'on fait des journées à 10 000 ou 12 000. Hein. Ah. Donc nous avons une autorisation préfectorale, puisque nous sommes un établissement qui est soumis à l'autorisation préfectorale, qui nous permet fort heureusement d'aller bien au-delà, parce que ça nous permet notamment en juillet et août, qui sont les 2 mois les plus importants, d'avoir des journées à 8 000, c'est à peu près la moyenne, mais on est monté, moi je ne les ai pas connus, mais je les ai retrouvés dans les chiffres, on est monté jusqu'à 10 000, 12 000, qui sont des journées qui nous permettent encore une fois d'avoir une analyse linéaire, c'est-à-dire une moyenne. Si on ne devait compter que par mois, forcément les mois de janvier, février, mars, avril très intéressant, mai c'est bien, juin c'est très bien, juillet c'est bon, août c'est très bon. Septembre, ça commence à redescendre. Octobre, bof. Novembre, Toussaint, ça c'est intéressant pour nous. Décembre, c'est un peu mieux. Voilà, donc j'allais dire, à un moment, c'est quand même l'analyse de tous ces mois qui, en gros, se répètent tous les ans pareil, à peu près les mêmes tendances. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est ce qu'on a constaté le week-end dernier. Alors, il n'a pas fait beau, certes, mais une fréquentation très forte, équivalente à ce qu'on faisait en 2019. C'est intéressant. Mais si je regarde les chiffres, en 2021, on a fait 5,5% de fréquentation de plus qu'en 2020, 15% de moins qu'en 2019. Donc on a encore du chemin. Est-ce qu'on peut se tourner vers les SMS? Est-ce que vous avez reçu des questions? Non. Pas encore, donc n'hésitez pas, vous avez le numéro qui s'affiche. Vous pouvez tout à fait poser vos questions en direct à Christophe Sirugue qui se fera un plaisir de vous répondre. Et puis peut-être qu'on peut poursuivre avec la troisième thématique. Oui, alors Nausicaa, c'est à Boulogne, c'est dans la ville d'ailleurs. Ça peut être un avantage, mais aussi un inconvénient. Je me souviens d'un commentaire de quelqu'un qui travaillait dans le tourisme à Canterbury, qui disait que la cathédrale, qui était le point central, était un élément fort, mais c'était aussi un inconvénient, parce que comme il n'y avait qu'un seul point d'intérêt, il suffisait que dans une voiture, il y ait une personne qui n'ait pas envie d'y aller pour qu'on n'aille pas du tout à Canterbury, quoi. Est-ce qu'on a le même phénomène sur... Je ne sais pas répondre à cette question-là. Ce que je sais, c'est que lorsque l'on accueille 850 000 visiteurs, notre priorité, ça doit être de s'arranger pour qu'une partie de ces 850 000 rejaillisse sur le territoire par d'autres visites. Et de ce point de vue, nous travaillons avec l'Office de tourisme de manière assez active, de telle sorte que nous puissions nous débrouiller pour que ces visiteurs aient connaissance de ce qu'il est possible de faire ailleurs sur le territoire du Boulonnais, que ce soit en termes de golf à Ardelot, que ce soit en termes de visite au musée-château, que ce soit... On ait ce souci, et je pense que c'est aussi le souci de Nausicaa. On ne peut pas être un peu à part en se disant nous sommes les gros, pardon de la vulgarité, on fait nos 850 000 visiteurs et c'est formidable, si demain on en fait 900 000 on sera heureux, oui. Je pense que Nausicaa c'est un outil du territoire. Et ça doit nous amener, nous, et j'essaie d'impulser cette idée qui est peut-être un peu nouvelle, puisque le sentiment quand même plutôt d'être un peu hégémonique. Il faut qu'on continue à être une locomotive, on a besoin. Il faut que cette locomotive, elle fasse attention à ce que les wagons qui sont accrochés derrière, et ce n'est absolument pas péjoratif pour les wagons derrière, bénéficient en retour de la fréquentation qui est la nôtre. Donc on y travaille, on essaie de développer des produits, de voir comment on peut faire. Encore une fois, quand vous avez la chance d'avoir sur un territoire un outil qui attire autant, il faut le valoriser au maximum. C'est pour ça d'ailleurs que nos durées de visite sont assez longues. On pourrait se compter que les gens restent à l'hôtel. En fait, c'est ça la réflexion qui est la nôtre et qui est une excellente réflexion. Je la dis d'autant plus que ce n'est pas la mienne, elle a été lancée bien avant que je n'arrive. Je trouve que c'est extrêmement intelligent que d'avoir les liens que nous avons avec les restaurateurs, avec les hôteliers. Nous faisons de la réservation, y compris pour le compte des hôteliers, de telle sorte qu'on puisse avoir des séjours de 2 jours, parce que c'est très important pour le territoire. Donc voilà. Donc, pour répondre à votre question, je ne sais pas si le fait que quelqu'un ne veuille pas visiter, dans une famille, quelqu'un ne veuille pas visiter Nausicaa est comment dirais-je, est un frein. Je ne sais pas. À 850 000, le frein doit être quand même relativement limité. D'accord. Émilie Pirot, qui est la directrice du tourisme de Boulogne, disait qu'il y a un partenariat qui a été signé avec Nausicaa. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
C'est le principe d'un pass vacances, si vous voulez, hein, d'un pass touriste, comme on en trouve beaucoup en France quand on va visiter. C'est-à-dire, au moment où vous venez à Nausicaa, vous avez aussi connaissance d'autres éléments de visite qui vous sont proposés, avec des facilités de tarifs qui fait que vous avez des réductions. Donc, on a démarré cette année, c'est pas la meilleure année, hein, encore une fois, et malheureusement l'Office de tourisme a beaucoup travaillé, mais bon voilà. Je pense qu'il faut garder l'idée, il faut continuer à travailler, il faut que ça se développe, il faut qu'on en fasse la promotion, il faut qu'on poursuive. Donc oui, on est dans cette coopération et c'est très important. Alors, et en allant un peu plus loin, Saint-Omer par exemple, à la Coupole, avec, est-ce que vous avez des... Pour l'instant, notre travail s'est fait avec l'OT, l'Office de tourisme de l'agglomération, puisque c'est un office tourisme communautaire maintenant. Donc on travaille sur le territoire de l'agglomération, mais on peut tout à fait imaginer, en effet, d'avoir des liens avec d'autres sites touristiques du département du Pas-de-Calais ou tout, hein, d'ailleurs. Monsieur Kess nous écoute d'ailleurs. ça l'intéressait, je sais. Mais c'est très important. Je veux dire, encore une fois, nos activités ne sont pas en concurrence. Le panier du visiteur, il est limité. Le porte-monnaie du visiteur, il est limité forcément. Donc, à nous d'être assez habiles pour ne pas lui faire l'addition des prix plein tarif de tout ce qu'il veut visiter, mais de lui permettre des bouquets, de lui permettre des offres qui fassent qu'au bout du compte, ce visiteur trouve satisfaction. Quand on permet en juillet, en août, et au reste de l'année d'ailleurs, mais surtout en juillet et en août, quand on permet à nos visiteurs de sortir et de rentrer, par exemple, à midi, pourrait nous considérer qu'ils sont chez nous, on les garde pour remplir notre restaurant, le Calypso, qui par ailleurs est rempli. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est aussi pour permettre à des gens d'aller déjeuner dans des restaurants qui sont autour de Nausicaa. Donc cette coopération-là, elle est essentielle. En tout cas, moi, je pense que c'est une vraie responsabilité qui nous est donnée. On est une société d'économie mixte. On a une forme de devoir par rapport au territoire. Et en tout cas, moi, je suis très attaché à cette implantation territoriale. J'ai dit tout à l'heure que dans notre capitale, nous avions des entreprises privées qui sont des entreprises du territoire. On va l'augmenter, ce capital. Des nouvelles vont arriver. On annoncera ça à la fin du mois. Dans ces nouvelles qui arrivent, il y a de nouveau des entreprises, alors celles qui ont remis un peu d'argent, et puis d'autres qui arrivent. Ça montre bien qu'il y a cet attachement, mais on ne peut pas être que ceux qui reçoivent quand on a besoin et qu'on ne renvoie pas. Et je pense que c'est extrêmement important qu'on développe cet élément de dynamique du territoire à la place qui est la nôtre, en accompagnement de ce qui est fait par l'OT, les élus, enfin tout ce qui est mis en place, ou les acteurs privés, peu importe. Mais on a notre rôle à jouer, c'est évident. Dans certaines villes, on voit des traçages sur les trottoirs qui permettent qui permettent aux gens de ne pas se perdre déjà, parce que des gens, vous parliez de 41% d'étrangers qui ne connaissent pas Boulogne. Hein, donc, est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est... Là, je n'ai pas cette compétence sur l'espace public. Est-ce que vous pouvez le proposer? On peut le proposer, mais moi, je considère que Nausicaa ne peut pas être, encore une fois, celui qui impose des choses qui relèvent d'une autre responsabilité qui n'est pas la mienne. Mais on sera partie prenante, bien évidemment, si on doit le faire. On a une question SMS. Vas-y. Oui, alors une question SMS. Pourriez-vous rappeler les chiffres de fréquentation 2020 afin que la projection pour 2021? Alors en 2020, on a fait 370 000. Vous m'excuserez, c'est peut-être 371, mais enfin, c'est plus de 370 000, c'est sûr. On a fait plus de 370 000 visiteurs en 2020. J'escompte qu'en 2021, nous en ferons probablement 430 000, 420, 430. Pourquoi je l'escompte? D'abord parce que le mois de juillet et août ont été meilleurs que juillet et août de l'année dernière. Et ensuite parce que ce que je vous disais tout à l'heure, ce qu'on ressent sur le début du mois de septembre, ce qu'on a vécu en septembre et ce qu'on ressent là sur les débuts d'octobre, laisse à penser qu'on est dans une augmentation de fréquentation. J'ajoute qu'à cette fréquentation, on a vu aussi une augmentation assez forte des paniers moyens. C'est-à-dire que la consommation à la restauration ou la consommation à la boutique ont beaucoup progressé, de l'ordre de 15%. Alors on a beaucoup entendu dire que les gens après le confinement avaient eu envie de se lâcher un peu. Je ne sais pas si c'est ça l'explication. En tout cas, nous, on en a bénéficié et on a en effet un panier moyen qui progresse de manière significative. Alors vous mentionnez un peu dans votre communication qu'il y a des accords avec des entreprises, pas des entreprises qui ont investi, mais des entreprises locales à Boulogne qui pourraient tirer bénéfice de la présence de Nausicaa. Donc, bon, à part la restauration et l'hôtellerie, c'est évident, mais par ailleurs, est-ce que vous faites travailler des sous-traitants? Est-ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, dans le monde du tourisme, nous travaillons avec les hôteliers, nous travaillons avec les restaurateurs, et c'est bien le minimum, et nous le faisons de manière tout à fait intéressante.
Au niveau de la restauration, nous avons, comme beaucoup d'ailleurs, beaucoup réfléchi à nos produits, beaucoup réfléchi à nos recettes, avec une logique de circuit court la plus forte possible. Qui dit circuit court dit forcément fournisseur dans une proximité plus grande. Cela, on l'a développé début d'année 2021. Donc les produits depuis donc l'ouverture du 15 mai, 19 mai exactement, ont été revisités à l'aune de cela. Donc en effet, on accentue cette présence et on a mis en place un comité de suivi de nos achats, toutes lignes confondues, des achats responsables, pour vérifier d'abord que les entreprises auxquelles on achète des produits soient des entreprises qui, comme nous, soient soucieuses de respect de l'environnement, de faire attention des distances, de faire attention de la qualité des produits. Et donc, ligne par ligne, nous avons travaillé cet élément-là pour... Autant que faire se peut, après je serais un menteur de dire que nous ne travaillons qu'avec des entreprises locales, personne ne me croirait, vous auriez raison, mais globalement nous avons accru notre participation avec des entreprises locales. Par exemple, quand nous avons des entretiens à réaliser, des travaux à réaliser, nous travaillons avec des entreprises locales, parce que je crois que c'est essentiel que nous ayons ce souci. Je l'ai dit tout à l'heure au travers de la fréquentation, au travers du tourisme, c'est vrai pour les autres activités qui dépendent de Nausicaa. Et au niveau emploi, quelle est la part des boulonnais Alors au niveau emploi, je rappelle que après Nausicaa a été pendant très longtemps un établissement qui fonctionnait avec à peu près 120 salariés. L'extension de 2018 a fait faire un bond considérable à Nausicaa, puisque nous sommes montés à 250 salariés. Quand je suis arrivé, j'ai identifié ce que j'ai appelé des défis. J'ai identifié 4. Dont un qui est le défi managérial, pour une raison simple, c'est que quand vous avez une entreprise qui croît de manière aussi immédiate, ça crée forcément des éléments parfois de tension dans l'entreprise. Et donc ce défi managérial est pour moi un élément de préoccupation important et on y travaille. Aujourd'hui, nous avons réduit, je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes plutôt à 215 salariés aujourd'hui, donc j'ai revu à la baisse pour des raisons que chacun peut comprendre. Situation financière difficile, il a fallu réduire la voilure. On est plutôt aujourd'hui à 215 salariés. Après, je suis incapable de vous dire. Quand je regarde les adresses, ils sont plutôt sur le territoire, parce que la proximité fait que quand même c'est plus facile, mais je ne suis incapable de répondre pour savoir combien on a de Boulogne, combien il y a de Vibreux. Parce que Ça, ce serait intéressant. Je l'ai pas. Ah bon, la prochaine fois. Je préfère être honnête. SMS, s'il vous plaît. Oui, une autre question, toujours concernant la fréquentation. La personne demande quelle est la part d'abonnés dans la fréquentation. Insuffisante. Ça, mais honnêtement, insuffisante. Je n'ai pas le chiffre en tête, donc pardon, je préfère ne dire la vérité quand je ne sais pas. Je n'ai pas le chiffre en tête, donc si on a les coordonnées de cette personne, je peux bien évidemment les faire passer par votre intermédiaire. Merci. Est-ce que vous formez quand vous recrutez, est-ce que vous formez en interne? Est-ce que vous avez une sorte de formation? Alors, on a des contrats d'apprentissage. Ouais. On a des CDD que l'on forme, etc. On a cette année fait un effort significatif puisqu'on a multiplié par 3 notre budget formation, pour une raison simple, c'est que vous savez que l'État avait engagé pour les entreprises qui étaient dans notre configuration une bonification du fonds national qui était mobilisé pour ça, donc on en a profité pour former nos personnels. Dès lors qu'ils étaient en chômage partiel, ils pouvaient bénéficier de cette formation-là. Donc on a fait énormément de formations de langue, on a fait énormément de formations techniques, on a fait énormément... Et c'était, je crois, judicieux de le faire parce que on a fait 3... En gros, on a fait l'équivalent de 3 ans en 1 an. D'accord. Donc voilà. J'imagine que vous avez des postes très techniques de chauffagiste et tout ça. On a beaucoup de métiers. Encore une fois, on a des métiers très pointus de techniciens, notamment, je pense à tout ce qui est électrique, etc., puisque nous avons des structures quand même de ce point de vue-là assez sensibles. Nous avons des postes de techniciens d'entretien. Nous avons alors les postes de soigneurs. Ça, si c'est pas une spécificité qu'on m'explique, c'est avec des parcours bien particuliers. Nous avons des postes à la restauration, et puis après, nous avons tous les services support, bien évidemment. Donc, le nombre de métiers, c'est intéressant. D'ailleurs, il faudrait que je me penche dessus pour savoir combien il y a de métiers à Nausicaa, mais il y en a vraiment beaucoup, à la fois du technique, à la fois de l'administratif, à la fois des métiers spécifiques, je pense aux soigneurs, et donc c'est important.
Et les métiers de l'encadrement, justement, vous parliez de management, vous disiez que c'était un de vos défis, un des axes stratégiques pour vous. Et est-ce que vous formez les managers d'équipe en interne ? En fait, on est obligé, si vous voulez, à un moment, il faut prendre toutes les étapes. Si vous ne pouvez pas imaginer de faire, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, vous ne pouvez pas imaginer de faire de la formation sans à un moment sensibiliser, mobiliser, peut-être parfois réorienter un peu l'encadrement. Donc il a fallu faire ces 2 étapes-là parce que c'était extrêmement important que de redonner des perspectives et de permettre à des... Je parlais tout à l'heure de l'évolution de la taille d'entreprise. Vous ne dirigez pas un service qui fait 6 personnes comme un service qui en fait 15. Or, on a des services qui sont passés de 10 à 30. Donc forcément, si vous n'avez pas le souci de vous dire que la personne qui en assume la responsabilité, c'est peut-être utile de l'accompagner pour savoir comment on fait ça. Donc, on a eu recours à des coachs qui nous ont aidés pour accompagner parfois des encadrants qui étaient peut-être un peu en difficulté. Mais cette crise de croissance est un élément qui est interne, qui est un élément extrêmement important à avoir en tête. Les choses s'améliorent, fort heureusement. Plus on va aller d'ailleurs, plus ça va s'améliorer, puisque cette confrontation entre des nouveaux et des anciens, et c'est pas de l'âge dont je parle, hein, des nouveaux empochés et des anciens qui étaient dans la maison, c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'œil pour faire attention qu'il n'y ait pas des tensions inutiles. Les métiers comme soigneur, vous les trouvez, comment, est-ce qu'il y a une filière de... Ah oui, bien sûr, il y a des formations, il y a des écoles. J'ai reçu une candidate pas plus tard que cet après-midi, un candidat pas plus tard qu'hier. Parce que par ailleurs, l'extension de 2018 a fait que nous avons plutôt recruté des gens jeunes. Qui dit jeunes, sauf s'ils sont originaires du territoire, c'est des gens qui à un moment aspirent peut-être soit à se rapprocher de chez eux, soit à avoir d'autres expériences. Donc il y a un turnover qu'il faut avoir en tête sur ces métiers de soigneurs, même si l'emploi ne court pas les rues non plus. Les soigneurs, les établissements, il y en a en France, mais enfin, c'est même pas le métier le plus répandu. Donc nous, on est, je crois, parce que nous sommes reconnus comme le plus grand aquarium de France et par notre bassin nouveau, le plus grand aquarium d'Europe, on a cet élément d'attractivité. Je le sens bien quand je reçois ces personnes, ils ont envie de bosser à Nausicaa, pour dire les choses comme elles sont. Après, il faut qu'on les conserve, qu'on les garde. Ça, c'est un autre élément important à avoir en tête. Il y a de l'attractivité de vos concurrents sur les compétences ou pas trop ? Oui, oui, bien sûr, parce que encore une fois, ce sont des métiers qui sont dans un cercle très fermé, donc ils se connaissent tous. Donc dès qu'il y a un poste qui se libère aux eaux de Beauval, parce que en tête parce qu'il y a quelqu'un de chez nous qui part aux eaux de Beauval, forcément. Voilà, mais la place libérée chez nous, vous inquiétez pas, elle va être repérée dans le même cercle par des gens qui se disent « Ah, ça y est, enfin, je peux postuler à Nausicaa ». Donc, c'est un petit milieu, mais un milieu de passionnés. Donc, ensuite, dans le monde des soigneurs, les gens viennent aussi pour cette passion. S'ils ont une passion pour, par exemple, le corail, les méduses ou les mammifères marins comme les lions de mer, bien évidemment que ça les attire. Dès qu'il y a un poste de libre, ça les attire, c'est normal. Ils sont des passionnés, hein, les soigneurs. Et on le comprend bien. En tout cas, moi, je le comprends bien. Je sais pas, est-ce que... Alors, au niveau de la ville, donc vous avez par exemple avec les restaurants, vous avez des contrats qui sont signés ou pas vraiment ? Non, pas vraiment. On a des opérations que l'on mène ensemble. Il y a eu, alors j'étais pas là, mais il y a eu des opérations sets de table qui ont été faits. Il y a des opérations remises. Il y a des opérations, là, on est en train de travailler un concours des chefs avec Mr. Goodfish, qui est, je vous le rappelle, une entité de Nausicaa qui participe de la pédagogie sur la consommation des poissons, enfin, pas que des poissons d'ailleurs, c'est-à-dire rappeler aux gens qu'il y a des saisons pour consommer du poisson, qu'il y a des poissons qu'il vaut mieux arrêter de consommer parce que, malheureusement, il n'en reste pas beaucoup. Donc, on a un gros travail. On travaille à l'échelle de la France. Je ne sais pas si tout le monde le sait, notamment, par exemple, avec le groupe Intermarché. On a une coopération sur l'ensemble du territoire national avec d'autres distributeurs. Donc, on a cette action extrêmement importante. Il ne faut jamais oublier que Nausicaa, et je le dis là aussi très à l'aise, ce n'est pas qu'un aquarium. Nausicaa, c'est le Centre national de la mer avec une mission inscrite dans nos statuts, à la fois de sensibilisation, mais aussi de préservation. Et donc, on parlera tout à l'heure du bien-être animal, mais avant de venir au bien-être animal, la préservation, c'est aussi d'apprendre à consommer les produits de la mer.
et consommer les produits de la mer avec, le souci de se dire je sais que telle espèce, c'est pas la saison pour la consommer, c'est très important. Donc on a ce travail que l'on fait, le concours des chefs que l'on fait, il a aussi pour objectif de dire, en ce moment, on a c'était le poisson, puis on va vous apprendre des recettes, etc. etc. Donc on a des coopérations qui sont plus des coopérations par action que des coopérations au sens contrat. D'accord. Et vous faites de l'éducation, par exemple, avec j'imagine les gamins, c'est plus simple à faire que... On s'est rapproché du département, je l'ai dit tout à l'heure, on s'est rapproché du département du Pas-de-Calais, à la fois pour essayer de voir avec eux comment on pouvait travailler sur les 6e, parce que quand on a les 6e, c'est-à-dire qu'ensuite on peut construire pendant les 4 ans où ils sont en collège quelque chose, un peu une progression. Vous savez comme moi que les enfants, quand ils rentrent chez eux, ils parlent, la plupart du temps, fort heureusement, et c'est des ambassadeurs. Donc nous, on veut vraiment travailler sur cette génération mère, ce qu'on a appelé cette génération mère, parce que d'abord, il faut bien comprendre que la mer a besoin d'être protégée. La mer a besoin d'être parfois soignée. La mer a besoin d'avoir des opérations de nettoyage et on ne peut pas les faire simplement parce qu'il faut faire des opérations, il faut expliquer ce qui se passe, il faut expliquer en quoi on est dépendant du monde marin. Et j'ai plaisir à redire, puisque c'est pas moi qui l'ai, mais j'ai entendu l'autre jour dans un colloque où on disait il vaut mieux quand on parle des terriens, on ferait mieux de parler des mériens, puisque quand on regarde ce qu'est l'importance des océans sur notre planète, et c'est bien plus important que les terres. Donc il faut qu'on fasse ce travail de pédagogie, il faut qu'on y aille le plus fortement possible. On continue à travailler avec le département, ce n'est pas finalisé pour l'instant, même si on a des actions qui sont menées avec Mr Goodfish, avec les gestionnaires de collèges. Donc certains ont d'ores et déjà passé convention avec nous pour introduire des produits de la mer dans les menus des collégiens, et avec ce même souci de saisonnalité, d'explication, etc. On espère l'amplifier encore, on voudrait le faire avec la région, parce que c'est extrêmement important d'avoir ce travail qui soit celui de sensibilisation à la consommation, puisque Nausicaa, encore une fois, assume la relation entre l'homme et la mer. Nous, on ne veut pas être, on ne veut pas être une espèce d'arche, on veut être dans la vie. Et la vie fait que l'homme et la mer, ça a des liens importants, dont celui de la consommation. C'est d'autant plus important d'être vigilant sur la manière dont on consomme les produits de la mer. Pour parler d'Intermarché, effectivement, ils sont assez fortement présents à... Je crois qu'ils ont 4 bateaux. Oui, bien sûr, c'est ça. Sans doute ce qui explique qu'on travaille avec eux. Hein, mais c'est important. J'ai jamais trop vu dans les rayons poissons chez Intermarché. Regardez Mr Goodfish. Peut-être celui-là. Est-ce que vous cherchez Nausicaa? C'est notre particularité, Mr Goodfish, mais vous verrez qu'on est très très présent et de plus en plus présent. On travaille avec, on est là en ce moment en train de développer sur la partie Bretagne, ce qui est plus compliqué parce que les Bretons, ils considèrent qu'ils sont... principaux pêcheurs du monde. Et nous, on leur rappelle quand même que Boulogne, c'est le premier port de pêche. Donc, voilà, je dis ça avec sourire, mais on est en train de développer, y compris avec la Bretagne, ces coopérations avec Mr Goodfish. Et justement, est-ce que Nausicaa suscite des vocations? Est-ce que vous arrivez à faire rêver? Est-ce que vous-même vous y croyez encore à sauver les océans, enfin à préserver en tout cas les espèces et les... C'est notre raison d'être. C'est notre raison d'être, et j'en rends hommage à ceux qui ont imaginé Nausicaa et qui ont créé Nausicaa. Nous ne sommes pas un parc d'attractions et nous ne voulons pas être un parc d'attractions. Nous sommes un lieu d'émerveillement, nous sommes un lieu de présentation, et jamais nous n'avons voulu et nous ne serons un parc d'attractions. Parce que la mer, c'est trop important. Et je crois que les espèces que nous présentons dans nos aquariums, elles sont là pour porter un message. Elles ne sont pas là simplement pour être belles. Elles nous aident à porter un message. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel et je crois beaucoup à ça. Je serais même tenté de vous dire que plus ça va, plus il faut qu'on y croie. Alors nous avons des coopérations à l'international. Nous avons des coopérations avec Reefscaper pour ce qui concerne l'implantation des coraux aux Maldives. Nous avons des coopérations avec l'Afrique du Sud pour les colonies de manchots. Nous avons des coopérations avec Malpelo, qui est une
une île qui se trouve au large de la Colombie, notamment sur le suivi des requins. Voilà. Donc oui, nous avons ces coopérations fortes, nous les voulons sérieuses, avec du sens. On ne veut pas s'éparpiller, on ne peut pas tout faire, mais en tout cas, il y a encore énormément à faire pour sensibiliser, expliquer. Et puis, ce qu'on se dit, nous, c'est que la dimension qu'il va maintenant falloir qu'on travaille, c'est vous êtes venus visiter chez nous, super, on est très contents, on a été heureux de vous accueillir, on espère qu'on vous a bien accueillis. Il faut que vous repartiez comme des ambassadeurs. Il faut que vous vous disiez que vous avez aussi votre rôle à jouer. C'est pas ah ben c'est super, Nausicaa, ils font des choses avec des associations. Et vous faites quoi? Vous faites quoi sur le tri des déchets? Vous faites quoi sur votre manière de consommer? Et donc notre rôle, ça va être de prolonger, ce que j'appelle prolonger la visite, c'est-à-dire en faire des acteurs, parce que c'est essentiel. On a notre part à prendre, on ne veut pas faire tout seul, bien évidemment, l'enjeu est tellement énorme, mais quand même, on a un rôle à jouer là-dessus. Dans notre dernière exposition, celle qui a été inaugurée malheureusement juste avant que le Covid ne nous amène à fermer, qui s'appelle « Dans l'œil du climat », avec notre salle immersive, elle explique ce que sont les conséquences du réchauffement climatique et elle donne ce que sont les pistes qui nous permettent de mieux lutter contre le réchauffement climatique et contre les conséquences du réchauffement climatique. Ce rôle-là, il faut vraiment qu'on le développe. Je rappelle qu'on accueille des dizaines et des dizaines de classes, tous les jours presque nous en avons, que nous avons une coopération avec l'Éducation nationale. Personne ne sait, je pense, que nous avons 3 enseignants, 4 même, qui sont pour une part de leur temps affectés à Nausicaa. L'Éducation nationale a mis à disposition de Nausicaa, dans le cadre d'une coopération, bien évidemment, d'une convention, des enseignants dont une partie des heures de travail sont d'aider à accompagner et à recevoir les écoles du territoire notamment, et même au-delà, puisqu'on a eu un travail avec la rectrice adjointe il n'y a pas très longtemps sur ces questions-là, pour savoir comment on allait encore développer. Sachant que, alors ça moi j'ai découvert sans doute parce que je suis nouveau dans la région, mais que c'est pas parce que vous habitez le Pas-de-Calais que vous avez forcément une connaissance du littoral. Et que c'est aussi un travail que nous avons à faire. La préoccupation des Polonais, enfin des marins, elle est double. Elle est d'une part la relation avec l'Angleterre, c'est pas simple, et la relation avec les Hollandais aussi, qui ont des bateaux énormes, sans compter la pêche électrique, qui est encore autre chose. Il y a presque 3 sujets. Comment vous voyez ça, vous ? Le monde de la pêche est un monde important pour nous. Je ne peux malheureusement pas vous le donner les noms, mais quand je vous dis qu'on est allé chercher de nouvelles entreprises locales, on est allé chercher des entreprises du monde de la pêche, ce qu'il n'y en avait pas dans le conseil d'administration, ce qui est assez fou. Il n'y avait pas d'entreprise de pêche dans le conseil d'administration de Nausicaa. Il y en aura demain, fin du mois, pour ce même souci. Parce qu'on est dans un environnement où il faut qu'on soit solidaires les uns des autres, qu'on porte ensemble ces messages, chacun dans son rôle. Et moi, je trouve que c'est très important que nous puissions dialoguer avec les pêcheurs à notre place, participer de leurs enjeux. Et donc, normalement, 3 entreprises rejoignent le capital de Nausicaa et qui sont 3 entreprises du monde de la pêche. Vous feriez quoi maintenant à la place des autorités françaises par rapport à ce qui se passe actuellement, notamment avec les Anglais ? Objectivement, c'est un terrain sur lequel je ne veux pas aller parce que je n'ai plus ces responsabilités-là et je ne les revendique absolument pas. Je suis venu pour faire autre chose à Nausicaa. Il n'en demeure pas moins que, je vous le disais, je découvre un environnement, je ne découvre pas les enjeux du Brexit, mais je découvre un environnement du monde de la pêche qui est quand même extrêmement heurté par ces accords qui ne sont pas respectés. La question du respect des accords est pour moi quelque chose de fondamental, sinon il n'y a plus de règles qui sont valables entre les pays ou entre les entités, que ce soit l'Europe ou pas. Et de ce point de vue, l'Europe a peut-être... Les marins n'ont pas, enfin les propriétaires de bateaux n'ont pas justifié le fait qu'ils pêchaient à l'époque. Bon, enfin, c'est leur défense, en tout cas. Mais, je pense qu'à un moment, on est dans quelque chose, je vous le dis comme je le ressens, et encore une fois, je ne veux pas du tout m'immiscer dans un terrain politique qui n'est plus le mien aujourd'hui. Je trouve que ça fait un peu monnaie d'échange sur d'autres sujets. Que tout ça n'est pas digne par rapport à des familles qui dépendent de la pêche. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui, à un moment, doit, dans un comportement d'homme politique, quel qu'il soit, anglais ou ailleurs, être un élément de référence. Il y a des gens derrière. Des gens qui vivent de la pêche. Et je trouve que ce comportement me paraît
très respectable. Et le trait de côte, justement, vous en êtes concerné aussi? C'est pas le même sujet. Est-ce qu'on peut poursuivre sur le territoire, Nausicaa, le territoire Oui, enfin, après, j'allais dire, après, il me revient pas, encore une fois. Moi, le message que je veux faire passer, c'est que Nausicaa est partie prenante. On est conscient qu'on joue un rôle significatif, hein. Donc on est partie prenante. Parfois, on on porte des initiatives, pardon. La plupart du temps, il revient à d'autres de le faire et on sera derrière, il n'y a pas de problème. Complètement. Très bien. Parce forcément, le sujet qui va fâcher, peut-être demain encore un peu plus qu'aujourd'hui, c'est l'attitude d'une certaine partie de la population qui est de considérer que garder des poissons dans un bocal, c'est pas fair play, quoi. Ça se fait pas, quoi. Comment vous voyez ces choses-là? Dans les 4 défis qui ont fait partie du projet que j'ai présenté au moment où j'ai postulé pour être directeur général de Nausicaa, il y avait, je l'ai dit, le défi managérial, il y avait le défi économique, vu la situation, chacun le comprend, je rapporté tout à l'heure. Il y a le défi scientifique, parce que cette dimension scientifique elle est extrêmement importante pour Nausicaa. Et il y a le défi, ce que j'avais appelé le défi sociétal. Le défi sociétal, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire une évolution de la société que moi je crois heureuse. Se soucier du bien-être animal, se soucier de l'impact de nos activités sur l'environnement, je trouve ça heureux. Après, je fais une distinction entre des interlocuteurs de Nausicaa qui sont dans une volonté de dialogue et ceux dont le postulat de départ, c'est qu'on ne doit pas exister. Ceux-là, je ne sais pas ce que je peux leur dire, parce que je pense qu'ils sont dans un état d'esprit où tout argument que j'avancerais serait de toute façon considéré comme un argument nul et non avenu. Je travaille donc sur les autres, c'est-à-dire ceux qui expriment cette préoccupation, qui la rejoignent, ce que sont, à mon sens, les valeurs de Nausicaa. Ça fait 30 ans qu'on s'occupe du bien-être animal. Il faut arrêter de penser qu'on est un établissement qui accueille du vivant sans avoir cela en tête. Et je le dis d'autant plus, on a parlé des soigneurs. Et je vous ai dit que c'était des passionnés. Vous imaginez que des passionnés, ils s'occuperaient d'animaux tous les jours, pendant des heures, sans être soucieux du bien-être animal? C'est même pas envisageable. Donc, depuis 30 ans, Nausicaa participe de ce bien-être animal. Sauf que le bien-être animal, les attentes évoluent. Donc il faut qu'on les accompagne. Dans l'extension prévue pour 2025, on va aménager des espaces pour participer de l'amélioration de ce bien-être animal. Par exemple, pour les lions de mer, pour les manchots, parce qu'on considère qu'il faut qu'on fasse des progrès sur ces éléments-là, pour d'autres lieux et d'autres espèces qui sont à Nausicaa. Donc ça doit être une préoccupation permanente. Donc ça, c'est pour ce qui relève de nous. Et nos coopérations que l'on a, je reprends la question, par exemple, des lions de mer. Nous sommes inscrits dans des programmes européens. Tous les lions de mer qui sont à Nausicaa, aucun n'est né dans le milieu naturel. Pas même leurs parents. Donc, quand parfois on me dit qu'il faut les prendre et les remettre dans le milieu naturel, c'est une ineptie. C'est une ineptie. Ça s'est fait dans des endroits. On a vu le résultat. Par contre, se dire que ces animaux que nous avons aujourd'hui, travailler à ce qu'on n'en prélève plus dans le milieu naturel, donc assurer peut-être de la reproduction dans le cadre de programmes européens, c'est ce que nous envisageons de faire. Nous venons d'accueillir 2 nouvelles femelles lions de mer avec cet objectif de reproduction, pas à Nausicaa tout seul, dans ce cadre de programme européen, et avec un souci qui est de se dire, par ailleurs, nous avons des lions de mer vieillissants. Et il va falloir qu'on trouve comment on accompagne ces lions de mer vieillissants, parce que qui dit la vie, dit la mort. C'est ainsi. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les espèces animales également. Et il faut arrêter d'imaginer que la mort, c'est forcément l'échec. La mort, ça peut être la fin du cycle de vie. Bon. Eh bien, il faut qu'on remette tout ça, qu'on l'explique. Et cette notion de bien-être animal, pour moi, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, non seulement je ne la balaye pas, mais j'en ai fait un élément majeur du projet que je porte pour Nausicaa, parce que je pense qu'on ne peut pas faire fi de cette question-là, comme si nous étions pétris de certitude, convaincus qu'on fait tout bien. C'est pas ça.
Mais le bien-être animal est une préoccupation essentielle chez nous et on le développe de manière assez régulière. On a des naissances de manchots très très fréquentes chez nous. On a des naissances de requins. Les requins léopards. Oui, mais la question de la naissance, c'est une chose. À un moment, on ne va pas garder tous ces requins chez nous. Enfin, je veux dire, à un moment, on a une capacité de limite. Donc, à ce moment-là, parfois, il faut peut-être se poser la question de savoir est-ce qu'il faut faire de la reproduction sur certaines espèces. En l'occurrence, sur les requins que vous mentionnez, on vient d'avoir des échanges avec, là, peut-être une possibilité de réintroduction dans le milieu naturel, donc ce qui est un élément extrêmement passionnant. Donc, on a notre rôle à jouer parce qu'on n'est pas des apprentis sorciers, on est des scientifiques, enfin, pas moi, mais ceux qui ont cette responsabilité. On est dans des programmes européens ou internationaux de coopération, on s'échange des informations pour faire que nos animaux vivent dans les meilleures conditions possibles et qu'au-delà, on sorte de nos murs pour essayer d'améliorer la situation. Je donne un exemple. Le jour où vous avez un écosystème qui est... Pardon de vous couper, mais le jour où vous avez un écosystème qui est ravagé par une marée noire, ravagé, si on a gardé nulle part les souches, ou si on a nulle part la capacité de réintroduire les espèces qui auront totalement disparu, ça peut arriver. Malheureusement, je parle d'une marée noire, mais le réchauffement climatique en est une autre explication. On sera très heureux d'avoir des lieux qui ont joué ce rôle de conservatoire d'espèces, pour les réintroduire à un moment. Il y a d'ailleurs d'autres qui l'ont fait. On parle de graines, on sait qu'en Russie, on a... Exactement. Des grands greniers qui permettent de garder des espèces. Et bien nous, on joue ce rôle-là aussi. Je n'espère pas, mais peut-être qu'un jour, on ira voir tous les aquariums en disant on a un problème, telle espèce, elle n'est plus dans le milieu naturel. Est-ce qu'on peut travailler à la réintroduire? Peut-être pas au même endroit, parfois. Était telle, mais dans d'autres endroits. Pardon, excusez-moi, mais parce que ces éléments me passionnent, mais les lions de mer, nous, on a des lions de mer de Floride. Aujourd'hui, les études que l'on a, c'est qu'aujourd'hui, les lieux où on les voit, c'est plutôt de plus en plus vers l'Alaska. Il y a certains, paraît-il, qui ont besoin d'informations pour savoir s'il y a un vrai réchauffement climatique. Je leur donne un élément d'information. Si ce n'est pas la traduction qui a un réchauffement des eaux qui fait que ces espèces qui étaient en Floride sont obligées de commencer à remonter, voilà. Donc, oui, Floride, ils sont de l'autre côté. Mais bien sûr. Donc à un moment, il faut qu'on ait ces éléments d'information qui soient donnés. Alors, la reproduction, est-ce qu'elle est naturelle ou vous avez des reproductions artificielles, on va dire On n'a aucune reproduction artificielle au sens insémination ou choses comme ça. Par contre, on travaille avec l'université Lulco. On a des chercheurs de Lulco qui travaillent chez nous, dans nos sous-sols, sur des actions... alors, je vais essayer de m'expliquer, parce que alors là, on rentre dans la technique, et comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un technicien, donc je vais essayer de vulgariser. Vous avez la naissance de certains poissons qui sont tellement petits que le problème, c'est pas la naissance, le problème, c'est le nourrissage. Ils ont des bouches tellement petites qu'on n'a pas la nourriture pour le faire. Et les chercheurs auxquels je fais référence ont réussi à produire des tout petits crustacés qu'on appelle des copépodes et qui permettent de nourrir ces espèces-là. C'est extraordinaire. Parce que ça veut dire que vous avez les poissons, ce qu'on appelle les poissons d'ornement, c'est-à-dire ceux qu'on trouve dans les aquariums, les très beaux poissons, etc. Le jour où on est capable de les élever et de les nourrir, vous n'allez plus les chercher dans le milieu naturel. C'est-à-dire que vous pouvez fournir ceux qui vendent des poissons sans aller dans le milieu naturel. Je vais au-delà. L'aquaculture. Le jour où vous savez nourrir des poissons qu'on ne sait pas nourrir, parce qu'à la naissance, la bouche est tellement petite que nous n'avons pas, c'est comme ça, ça change un peu la donne quand même. Donc, encore une fois, le défi scientifique, qui est le 4e que j'ai mis dans le projet que j'ai présenté aux personnalités qui m'ont auditionné dans le cadre du recrutement, ce défi scientifique, il est extrêmement important pour Nausicaa. Et moi, je ne désespère pas qu'on puisse... Alors là, c'est compliqué, parce que la situation financière le rend difficile. Mais je ne désespère pas que nous puissions, y compris, accompagner des thésards, c'est-à-dire des jeunes chercheurs qui font des thèses sur les enjeux de la mer, parce que c'est notre particularité, de telle sorte qu'on puisse les aider à travailler, à publier, avec le soutien de Nausicaa, parce que je pense que ça fait partie de notre mission, de notre rôle. Et peut-être même, je vous rappelle que nous avons même maintenant un Blue Living Lab, qui est une forme d'incubateur, de start-up. La chaîne y est.
On y est. Et donc, ça, c'est notre mission. Quand on dit que Nausicaa n'est pas qu'un aquarium, je peux en faire la démonstration tous les jours, dans toutes les actions que nous menons. Et là aussi, c'est un outil du territoire. Accompagner des startups en essayant de les garder sur le territoire, parce que vous connaissez l'enjeu des startups. Une fois qu'elles ont trouvé le produit, il y a un problème de financement. Elles partent aux États-Unis, même si on a amélioré le dispositif depuis, il n'en demeure pas moins que c'est encore souvent ça. Eh ben nous, ici, main dans la main avec la communauté d'agglomération, avec la région, puisque là, on est sur des enjeux qui nous dépassent un peu, eh bien, on travaille sur le Blue Living Lab. On travaille sur cette idée de se dire comment ces startups nous accompagnent. Et on a des coopérations. J'ai reçu il y a 2 jours une grande banque, puisqu'on n'a pas signé, donc je ne vais pas donner le nom, mais une grande banque régionale du monde agricole qui participe de ces enjeux-là et qui veut travailler avec nous. Oui, une question. Comment vous positionnez-vous par rapport au Marineland d'Antibes ? Alors, il se trouve que je suis allé voir le Marineland il y a 15 jours, puisqu'il y avait les assises économiques de la mer à Nice, auxquelles je me suis rendu, et j'en ai profité pour visiter Monaco, Marineland et Montpellier, parce que je crois important, quand on est comme moi un peu nouveau dans le milieu, d'aller voir quand même ce qui se passe ailleurs. Marineland, c'est pas nous, c'est pas notre modèle. Et d'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Lorsque le groupe espagnol les a rachetés, on leur a demandé de faire du show. Et lorsque finalement vous faites du stromboscope, des fumées, des fumigènes, etc., finalement l'animal n'est plus qu'un élément du décor. C'est plus l'animal qui est au cœur de la préoccupation. Et je pense qu'ils ont malheureusement, et je le dis d'autant plus que c'est ce qu'ils nous ont exprimé, ils ont créé les conditions du combat qui est le leur contre eux aujourd'hui. Moi, je ne me retrouve en rien avec Marineland. Nous ne faisons pas de show. Nous n'avons pas du tout l'intention d'en faire. Et quand on présente nos animaux, par exemple les lions de mer, c'est pour expliquer pourquoi on développe une approche de l'animal qui fasse que quand on a à les soigner, on n'a pas à les endormir. C'est pas du show. Et donc, Marineland a fait ce choix-là. Je crois qu'ils en reviennent. Je crois savoir qu'ils ont rejoint d'ailleurs dernièrement l'Association française des parcs zoologiques, sortant donc de la logique parc d'attractions pour rentrer dans une logique parc zoologique. C'est heureux. Mais je suis allé, j'ai passé une demi-journée avec les responsables, pour comprendre. On ne fait pas la même chose. Clairement, on ne fait pas la même chose. À côté de ça, je me permets de le dire, parce que, encore une fois, vous avez compris, je dis plutôt les choses. La partie aquarium de Marineland est exceptionnelle. Elle est toute petite. Ils font de la reproduction. J'y ai retrouvé ce que je disais tout à l'heure. Ils font de la reproduction, ils participent. Donc, néanmoins, il y a une telle charge sur leurs produits d'appel, parce qu'ils les ont présentés comme ça, les orques et les dauphins, qu'ils pourront faire ce qu'ils veulent, et même les meilleurs résultats dans l'aquarium, ils seront toujours assommés par cet élément-là. Je ne sais pas quel est leur avenir, pour être honnête. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que nous n'avons pas de similitude. Quand même, il y a pas très longtemps, une communication autour des marteaux qui était le panda de l'équivalent du panda, quoi. C'est une communication autour de ça. Bon, malheureusement, qui a mal tourné en plus, mais quel est votre retour par rapport à ça ? C'est cette malheureuse expérience qui a justifié mon arrivée à Nausicaa, puisque j'ai été recruté au moment de cette crise des décès des requins marteaux. Je ne reviendrai pas sur cet épisode-là. Il y a une enquête qui est en cours. Pas à la commenter. Je m'en garderai bien. Il n'en demeure pas moins qu'il faut en tirer des enseignements. Il y a des enseignements scientifiques qui sont faits, ils sont en cours. Il y a des échanges avec les autres aquariums qui ont des requins marteaux pour comprendre ce qui a pu se passer. Je ne reviens pas là-dessus. Ce que j'en retiens, c'est que quand vous faites de la com sur une espèce phare, le jour où il arrive un problème à cette espèce phare, vous le prenez en pleine face et ça vient totalement tuer le reste de ce que vous faites chez nous. Et donc, ma philosophie que je crois maintenant partager avec l'équipe, que j'ai présentée à Frédéric Cuvillier, le président de la CAP, qui est par ailleurs un des gros actionnaires de Nausicaa, que je partage avec le président de Nausicaa, Dominique Godefroy, c'est de dire... On va continuer à avoir du vivant dans l'esprit que j'ai dit tout à l'heure, mais je ne crois pas qu'on fera l'extension, par exemple,
ne se fera pas sur grande espèce, venez voir cette grande espèce. Je pense qu'il ne faut pas faire ça. Pas dire qu'on ne peut pas en avoir. Et on ne le fait pas pour ça. Si on a cette grande espèce, peut-être, on l'a pour une bonne raison. Et c'est cette raison qu'il faut mettre en avant de mettre en avant l'espèce, comme si finalement c'était une espèce de produit d'appel comme le reste. Donc oui, je connais bien ce sujet. Encore une fois, je suis venu là-dessus. Et je le dis d'autant plus que Philippe Valette l'a dit lui-même, la communication n'a probablement pas été la plus, comment dirais-je, judicieuse sur cette opération-là. Ça arrive à tout le monde, mais j'ai trouvé ça très injuste par rapport à ce que Nausicaa faisait. De toute façon, c'était tellement puissant par rapport à ce qui est fait au quotidien, que c'est venu torpiller pendant quelques temps ces éléments-là. C'est retombé, mais je veux dire aux gens qui sont soucieux et qui ont toujours en tête cet événement-là que nous ne l'oublions pas. Nous assumons notre responsabilité et que nous en tirons les enseignements. Vous pouvez certifier encore aujourd'hui qu'il n'y a pas d'espèces Nausicaa qui sont des espèces migrantes, par exemple, qui pourraient se sentir justement défavorisées par le fait qu'elles ne peuvent pas migrer. Alors vous garantir, sur l'ensemble des animaux qui sont aujourd'hui à Nausicaa, je me garderai bien de dire ça. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que les espèces que nous les avons. Je peux vous dire, c'est que pour celles qui nous auront, dans le cadre de nos extensions ou des éléments que nous revisiterons, cet enjeu de bien-être animal sera prioritaire sur la capacité à avoir des animaux. Pour votre réponse. Question ? De votre avis sur le projet Pure Salmon. Je vais pas fuir. Hein. Je considère que Nausicaa n'a pas à se positionner sur des projets de cette nature. Et d'ailleurs, je n'ai pas donné suite à une demande qui m'était faite de m'exprimer dans un document de cette entreprise. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas la mission qui est la mienne. Donc, j'ai un avis personnel, mais comme je ne suis pas là à titre personnel, mais en tant que directeur général de Nausicaa, Nausicaa ne participera pas de ce débat parce que ce n'est pas sa place. Et combien d'espèces aujourd'hui sont représentées chez Nausicaa 1600 espèces, et combien d'animaux au total ? 58 000. Ah, quand même. Vous avez vu là quand même. Le fait que Nausicaa soit fermé, quand je suis arrivé, puisque je suis arrivé en janvier, donc jusqu'à la mi-mai, ça a été long. Ça a un avantage. Vous pouvez vous plonger dans les dossiers, vous pouvez les travailler, vous pouvez les apprendre. Au-delà de la boutade, il est normal quand on assume cette fonction qu'on connaisse quand même l'établissement. Il m'arrive encore d'avoir des éléments de méconnaissance. Hein. Je suis comme tout le monde. Ce que j'ai fait tout à l'heure, quand je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas plutôt que dire une sottise. Mais il y a des éléments comme ça qui sont pas classiques de la maison et que j'ai en tête. Consommation, par exemple, est-ce qu'il y a des gros qui mangent les petits ou comment ça? Probablement, mais pas de manière significative. Et si je prends le grand bassin, le nourrissage est fait en fonction de ça. Ah, d'accord. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même qu'ils évitent de se servir dans le garde-manger, si vous me permettez cette expression triviale. Et donc, la manière du nourrissage est faite pour ça aussi. Et d'ailleurs, quand on visite les coulisses, c'est-à-dire la partie plage de ce grand bassin, on explique ces éléments-là. On a les soigneurs ont appris aux espèces à aller à tel ou tel endroit en fonction de l'espèce pour le nourrissage. Ça permet deux choses. Un, ça permet de s'assurer qu'ils se nourrissent en quantité voulue. Et si un jour vous venez à la cuisine de Nausicaa, vous verrez qu'il y a des tableaux avec par jour le grammage de telle ou telle espèce, et tous les jours avec des éléments différents, donc des poissons gras, du poisson maigre, enfin ça dépend. Donc il y a ce travail qui est fait de manière extrêmement importante, et au-delà du fait de savoir s'il mange, ça permet aussi de voir si l'animal est en bonne santé, s'il n'a pas de problème particulier. Donc vous dire que ça n'arrive jamais, probablement pas vrai. Ouais. Mais c'est pas du tout un sujet de préoccupation, en tout cas pour le peuplement du bassin de la haute mer. Ça représente quoi comme alimentation en termes de volume déjà pour s'imaginer? Alors... Est-ce que c'est un camion ou c'est une camionnette? Non, donc on a essentiellement beaucoup de nourriture qui est congelée.
Donc on a des livraisons qui nous sont faites et qu'on met dans nos chambres froides, et ensuite on a un phénomène de décongélation au fur et à mesure de ce qu'on en a besoin, etc. Plus des entreprises locales, dont une notamment qui nous aide beaucoup dans l'alimentation en fonction de ses propres fluctuations commerciales. Donc c'est vraiment très... Pas que, parfois on a des labels rouges, hein. Donc, oui, non. C'est pas de la viande, quoi. Non, mais c'est du poisson de très belle qualité. Ah, d'accord. Non, on donne pas, contrairement à ce que vous pensez, on donne pas le poisson du dernier truc, hein. On donne du vrai poisson et du bon poisson quand c'est du poisson, ou du krill quand c'est du krill, etc. etc. Donc, voilà. Sur les quantités, j'ai un chiffre en tête, mais j'ai un doute. Donc là aussi, Il y a un beau garde-manger, j'imagine, chez Nozika, à côté du restaurant. C'est clair. C'est-à-dire Mais le restaurant fonctionne très très bien. Hein. C'est le même garde-manger que celui des poissons ? Non. Pour le label rouge ? Non. Non. Allez, vous savez comme moi l'exigence des normes vétérinaires. Et donc je me garderais bien de confondre le congélateur qui nourrit les poissons avec le frigo, pour ne pas dire le congélateur, qui permet la conception des repas. Vous avez cité le terme vétérinaire, il y a beaucoup de maladies. Il y a un besoin de suivi des vétérinaires régulier. On n'a pas énormément de maladies, mais on a des vétérinaires qui viennent de façon très régulière suivre nos animaux. Un particulièrement sur les lions de mer et un particulièrement sur les autres espèces, qui sont des gens qui viennent depuis très longtemps, qui connaissent parfaitement nos animaux et à qui on signale, lorsque vous posez la question, quand on voit par exemple un animal qui nous semble, parce que les soigneurs les connaissent tellement bien qu'ils arrivent quasiment à détecter, avant même qu'on ait des signes physiques au sens point, etc., ils arrivent à voir que l'animal n'est pas comme d'habitude. Donc on les signale donc aux vétérinaires qui ensuite fait les accompagnements nécessaires, prescrit les médicaments nécessaires, et donc c'est là où il vaut mieux savoir bien les nourrir. Vous le soignez en dehors, j'imagine, quand même. Très rarement. Très rarement. Non, encore une fois, pour ce qui est des lions de mer, ils sont habitués à quasiment tout, c'est-à-dire ils sont habitués à avoir piqûres, ils sont habitués à ouvrir la bouche pour qu'on leur mette des médicaments dedans, ils sont habitués aux échographies, ils sont habitués aux radios, ils sont habitués à tout ça. Hein. C'est un très très long travail pour arriver à ce que l'animal ne soit pas effrayé par des machines ou par des bruits ou par ne serait-ce qu'un flash de lumière, et ça nous permet de jamais les endormir. Peut arriver qu'on les endorme si une intervention le nécessite et qu'on ne sait pas faire autrement. Mais on a même un de nos lions de mer qui a un ostéopathe. Et justement, j'allais parler d'hypnose, moi. Est-ce que certains sont... Il y a eu des expériences. Il y a eu des expériences. D'accord. Mais on a une ostéopathe qui vient, en effet, parce qu'on en a un qui a des douleurs lombaires extrêmement importantes. Et donc, il vous l'a dit ? Moi, non. Mais il l'a probablement dit à sa manière aux soigneurs. D'accord. Et donc, encore une fois, hein, quand je vous dis que c'est des passionnés, les soigneurs, c'est des passionnés. Les animaux, ils les connaissent comme vous connaîtriez vos enfants, c'est-à-dire qu'ils savent quand il y a un truc qui ne va pas. Alors après, ils ne sont pas vétérinaires, je veux dire, ils ne savent pas forcément quelle est la cause, mais qu'il y a un truc qui ne va pas, à l'évidence. On vous croira vu votre passé de soigneur peut-être, mais d'une autre espèce animale. Le défaut de la passion, sans aucun doute, en effet. Donc voilà, vous passez peut-être de 200 animaux à aujourd'hui 58 000. Oui, j'en ai plus la responsabilité individuelle. Alors parce que nos auditeurs vont se demander de quoi on parle. Il y a quelques années de ça, enfin pas mal maintenant d'ailleurs, j'ai en effet j'avais comme passion les reptiles, je l'ai toujours d'ailleurs. Et donc petit à petit, comme tout passionné, j'ai commencé par un serpent, 2 serpents, 3 serpents, un lézard, un iguane, et puis un jour, il y en a eu 200 dans la maison. Et donc, avec toute l'organisation, c'était sans doute pas très raisonnable arrivé à un moment, et donc j'ai petit à petit réduit tout ça, et fort heureusement, vu les activités que vous avez mentionnées ensuite, qui m'ont largement accaparé et me rendaient pas forcément très disponible, je comprends ce que c'est que la passion. Je la comprends, elle peut parfois être dévorante. C'était un atout ou c'était un inconvénient quand vous êtes arrivé à Nozika par rapport à l'équipe qui vous a recruté ? Alors, je l'ai dit.
fois, c'est pas un grand secret. Hein, quand vous allez sur Internet et que vous tapez ma fiche, il se trouve que par malheur, j'avais raconté ça. C'est ce qu'on a fait. Hein. Ouais, par malheur, j'avais raconté ça au début de mon parcours politique que vous avez rappelé. Donc, chaque fois que j'avais une responsabilité, on me ramenait ces talents pour savoir si c'était vrai. Oui, c'était vrai. Du coup, je pense qu'en effet, ça traduit le fait que j'ai un attachement au monde animal. C'est une réalité. Après, moi, je le redis, je n'ai pas vos compétences. Donc, je ne m'arrogerai jamais. Je comprends des choses, notamment chez les reptiles, puisqu'on a des reptiles à Nausicaa. Hein. Il y a des choses que je comprends. J'ai pas de difficulté si il faut à un moment prendre un animal. C'est pas ça. Mais je le fais pas. Je confonds pas. Chacun son rôle. Je confonds pas. Je n'ai pas cette légitimité. Une passion, vous pouvez la faire et puis parfois la faire mal. Hein. Moi, j'ai pas cette légitimité. Mais je crois en effet qu'ils savent que j'ai eu un aquarium d'eau de mer, j'ai un aquarium chez moi, il me reste 2 tortues. Est-ce qu'on peut apprivoiser un reptile ? Est-ce qu'on peut apprivoiser aussi un poisson ? Vaste débat. Des mammifères, oui. Les serpents, j'ai toujours eu un doute sur cet élément-là, même si je pourrais dire que j'ai un serpent en tête que je pouvais manipuler sans aucun problème. Si quelqu'un d'autre le manipulait, c'était impossible. Donc on peut considérer qu'il y avait une odeur, quelque chose dont il faisait lien. À côté de ça, quand vous avez par contre, j'ai eu des iguanes, ça vous reconnaît très clairement. Celui qui a un seul caractère, vous le savez, il a un seul caractère. Celui qui a un bon caractère, il a un bon caractère. Donc ça dépend. Sur les poissons, j'ai posé la question souvent ici à Nausicaa en disant mais les poissons, alors les lions de mer, pas de problème, je veux dire, on imagine bien, il y a un lien, pareil, etc. Et les poissons, ça dépend. C'est curieux quand moi j'ai fait beaucoup d'immersions dans les différents services de Nausicaa, c'est-à-dire j'ai passé des demi-journées entières avec eux, et non pas pour aller voir, pour essayer qu'ils n'ont pas faire leur métier, mais comprendre ce qu'ils faisaient. C'est extraordinaire de voir comment les poissons sont réceptifs au moment où ils arrivent pour nourrir. Ils savent que c'est le moment où on arrive pour nourrir. Alors vous pouvez me dire, c'est simplement grégaire. Et je sais que je fais manger. C'est pavlovien. Il y a un vrai sujet. Ouais. J'imagine qu'il peut y avoir un débat de spécialistes entre ceux qui considèrent que oui, en effet, les poissons reconnaissent ou qui sont curieux, par exemple, ceux qui viennent voir les gens qui sont... quand il n'y a pas grand monde, est-ce qu'il y a une personne ? Est-ce qu'ils ont plus chance d'arriver que... On a une raie manta, vous le savez, une raie géante. Plus curieux, je ne connais pas. Dès qu'il y a un plongeur, la raie manta va voir ce qui se passe. Je la soupçonne même de faire son show quand il y a du monde dans le tunnel. Ah, carrément. J'en suis là. Parce que je trouve que par moments, ça ressemble à un show. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne faisait pas de show, mais là, c'est pas volontaire, c'est qu'il le fait tout seul. Mais cela étant, il y a ça. C'est des animaux qui ont une perception, de la curiosité, à l'évidence. Et certains requins aussi. Et ils peuvent reconnaître un soigneur par rapport à un autre ? Oui. Notamment ceux qui nourrissent. Oui. Ouais. Et le monde de la mer est passionnant, vous l'avez bien compris, vous le connaissez mieux que moi, j'imagine. On en vient tous, hein. Complètement. Je vous ai dit que nous étions des mériens et pas tellement des terriens. Donc voilà. Donc, non, mais Nausicaa, encore une fois, ça permet tout ça. Ça permet d'avoir une visite d'émerveillement, si on en a envie. Ça permet d'avoir une visite instructive, si on en a envie. Ça permet d'avoir une visite explicative, si on en a envie. Et c'est ça qu'il faut continuer à développer. On a travaillé il y a 2 jours avec le comité régional de tourisme, qui est venu travailler avec nous, qui nous a expliqué ce qu'étaient les nouvelles tendances des touristes. La personnalisation de la visite est un élément de plus en plus revendiqué. C'est compliqué quand on fait de la masse comme nous. Enfin, quand vous accueillez 8000 visiteurs dans une journée, faire de la personnalisation, c'est parfois compliqué. Et pour autant, je pense qu'il va falloir, je le disais tout à l'heure, réfléchir à des produits, alors pas forcément en facturant en plus, mais à des produits qui pourraient peut-être intéresser une partie des gens sur une partie de ce qu'ils ont envie de faire. Je parlais tout à l'heure de la science. Aujourd'hui, les travaux de science qui sont faits chez nous se font au 2e sous-sol, c'est-à-dire ne sont absolument pas visibles du public. J'aimerais bien, et on y travaille, qu'à un moment, pas tout, parce qu'il y a des choses, c'est compliqué, mais
peut-être une partie de ces activités puisse être vue, voire partagée par des visiteurs. Il y a des gens que ça n'intéressera pas du tout, et puis d'autres pour qui ce sera intéressant. Dans les immersions de services que je mentionnais, il y a une quinzaine, 3 semaines, je ne sais plus, j'ai travaillé avec le secteur des coraux. Apprendre à bouturer des coraux. Alors je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'ai trouvé ça passionnant parce que au-delà du bouturage, vous comprenez ce que c'est que l'enjeu d'aller reconstituer des coraux dans des endroits où il n'y en a plus. Pourquoi c'est très dur, pourquoi c'est très cher à faire, pourquoi c'est compliqué, pourquoi on n'est pas sûr que ça réussisse. Et je disais à la personne qui était là, que je suivais, puisque c'était elle la responsable, peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on peut à un moment mettre en avant. Donc, cette personnalisation que le comité régional de tourisme nous a mis en avant, c'est quelque chose que nous, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on change, il faut qu'on s'adapte à ces évolutions. Tu vois, c'est intéressant parce que c'est presque du start-up, ça. Ça doit pouvoir générer des tas de jeunes qui ont envie de se mettre là-dedans. Il y a un marché considérable demain, même à type financier. Quoi, ça coûte très cher. Ouais, j'imagine. Ouais. Très cher. Parce qu'il faut pièce par pièce. Ouais. Vous la réinstalliez dans un environnement qui fait qu'elle va pouvoir se redévelopper, etc. Donc il faut tailler avec une pince. Enfin, c'est un exercice, c'est un métier, hein. Mais je trouve, en le faisant, je me disais, mais ça pourrait être extrêmement intéressant pour des visiteurs, pas tous. Encore une fois, vous savez, aujourd'hui, les visites, il y a des gens, ils disent « Oh, bah lui, il n'arrête pas de poser des questions, il casse-pied. » Et puis, à l'inverse, il y en a d'autres qui disent « Bon, on va trop vite, parce qu'on fait des groupes, mais qui ne sont pas des groupes qui tiennent compte de cette nature de visite que l'on veut faire. » Or, Nausicaa, on peut y faire en fait toutes les visites qu'on veut. C'est ça qui est riche, hein. C'est de recréer aussi du lien émotionnel avec votre environnement, avec vos différents... Parce que c'est pas la même chose des mammifères, des poissons, les coraux que vous évoquez. Et aujourd'hui, l'immersif, c'est de plus en plus ce qui permet aussi de comprendre mieux plutôt que uniquement observer et entendre. D'être plongé, de pratiquer, de côtoyer de l'intérieur, voir vos coulisses. J'en suis convaincue, ça peut... Ouais. En tout cas, on est en train d'y réfléchir et de travailler à ça. Ah bah, ce serait top. Et puis on va peut-être conclure. Oui, on est proche des 90 minutes qu'on s'est assignées. Pas mauvais. Donc, tout à fait. En tout cas, d'abord, merci de vous être prêté au jeu. Et puis, de façon tout à fait spontanée, libre et il n'y avait aucun clair. On n'avait pas trop... J'ai dit ce que je pensais. Il y avait des sujets qu'on n'avait pas du tout présentés. Donc, voilà. Et effectivement... Nausicaa, c'est un outil extraordinaire pour la Côte d'Opale, pour Boulogne, et ça mérite vraiment de s'y attacher, en espérant que les indications, les perspectives financières ne dégradent pas ce climat, parce que l'orage menace, la presse en est fait écho. On va croiser les doigts en espérant il y a une question peut-être, oui. Une dernière question, on vous demande si vous voulez développer plus de visites thématiques. Oui, c'est ça. Ce que j'appelle des nouveaux produits, c'est ça. C'est-à-dire des visites qui correspondront mieux à ce que des personnes peuvent avoir envie, soit à connotation scientifique, soit à connotation pédagogique. Donc ça, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. On le fait, hein. Les visites des coulisses, c'est déjà ça, hein, une partie. Mais il faut, à mon sens, encore plus développer cet élément-là. Encore une fois, merci pour cette intervention. Merci de votre invitation. Et je voudrais dire à l'ensemble de nos spectateurs, je sais bien qu'on ne sait pas combien il y en a, mais on le saura tout à l'heure, que dans 15 jours, nous recevons Daniel Percheron. Et là, ça va être très, très intéressant parce que c'est une personnalité qui a largement marqué notre territoire. Il n'y a pas sa langue dans sa poche. Et c'est passionnant de l'entendre discuter de tous les sujets. Et donc, je vous invite à nous rejoindre dans 15 jours à 6 heures. Ce sera, dans 15 jours, ce sera le 20 octobre. Et 15 jours après, il y aura d'autres programmes, mais ça, vous serez avertis. Donc, les tribunes continueront. Merci à DSU, merci aux techniciens qui sont derrière, qui ont vraiment fait du bon boulot. Et encore une fois, c'était une première pour nous. Donc, à très bientôt. Merci, au revoir.